Salut Fred. Salut Pascaline. Eh ben, merci beaucoup de ton temps pour ce matin. Je sais que tu es très chargé et je suis bien contente d'être là parce que ça fait quand même quelques semaines que la date se repousse à chaque fois. Donc merci beaucoup. Pour commencer, alors moi je présente pas la personne, je te laisse te présenter. D'accord. Frédéric Bourgoin, 60 ans cette année, 7e dan. J'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans, sous la direction de mon papa, Michel Bourgoin, qui a été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, qui a été capitaine de l'équipe de France, qui était un poids lourd. Et donc moi je suis pratiquement né sur un tapis de judo. Voilà, donc les arts martiaux, c'est ma vie. Ok, donc ça c'était tes débuts. Oui, mes débuts, oui. Et après, évidemment, j'ai eu une carrière de compétiteur. Tu dis évidemment, mais c'est pas forcément évident. Ton père était te poussait à ça? Pas du C'était tout. dans le milieu où t'étais? Comment ça t'est venu? Pas du tout. Mon père m'a jamais poussé pour faire de la compétition. Il m'a toujours laissé le libre choix. Et c'était pour moi c'était une passion. Donc de partir tous les week-ends en compétition, c'était évident. T'étais à Voilà. Amiens, hein? À Amiens, oui, à Amiens. Donc on avait un club de compétition qui était assez fort à l'époque, puisqu'on a quand même fait 3e par équipe de club en championnat de France junior. Voilà, moi j'ai fait vice-champion de France junior et puis après je me suis fait une rupture des ligaments croisés, ce qui m'a éloigné un petit peu des compétitions. J'ai été plusieurs fois, placé si tu veux au niveau des championnats de France, que ce soit en cadet, junior, voilà. Et puis après je me suis orienté très très vite vers l'enseignement parce qu'à l'époque c'était pas évident de pouvoir être compétiteur et gagner sa vie. Donc c'était un peu compliqué. Il fallait avoir une activité professionnelle à côté, pouvoir s'entraîner. Il n'y avait pas d'aménagement comme maintenant. Donc j'ai choisi moi très vite de m'orienter vers l'enseignement. Ouais. Et ça, c'est super parce que c'est donc le sujet de cette interview, c'est sur les questions de progression. Mhm. Et c'est pour ça que je suis encore plus contente qu'on puisse avoir ce temps-là parce que pour avoir suivi plusieurs de tes cours, pour moi ici, c'est quand même un peu une pépite. On va avoir le temps d'en parler. Oui. Juste avant qu'on aille vraiment sur ta façon d'enseigner, sur comment tu fais progresser tes élèves, etc. Juste toi, en tant que judoka, entre, on va dire, tes 1 an Mhm. et tes 20 ans, enfin jusqu'à ce que tu quittes un peu le monde de la compétition pour aller plus vers l'enseignement. Quand tu étais élève à apprendre, est-ce que tu te souviens à ce moment-là de déclics particuliers, de méthodes particulières pour apprendre, ou est-ce que tu faisais comme ça venait, puis tu as appris les choses sur le tas? Comment ça s'est Alors passé en tant il y qu'élève? a eu deux choses. D'abord j'ai eu des bases techniques très bonnes d'entrée de par l'enseignement de mon papa, qui avait un judo qui était vraiment bien construit avec un vrai système d'attaque si tu veux, avec un judo dans 4 directions. Donc ça c'était les bases et puis après évidemment au fur et à mesure des stages de préparation avec les équipes de France, tu découvres voilà tiens ça je connaissais pas telle technique et donc tu te fais un petit peu ton schéma technique et ton schéma d'attaque. D'accord. Et donc toi, ça veut dire que dès tout petit, tu avais la conscience qu'il existait un système d'attaque? À partir de quand tu as eu conscience de ça, qu'il te fallait Alors les 4 directions? les premières compétitions Benjamin minime, c'était vraiment du judo instinctif, si tu veux. Donc, tu attaques un peu dans toutes les directions, t'as pas vraiment de schéma d'attaque. À partir de cadet, là, j'ai commencé à comprendre que voilà, il y avait d'abord le mouvement fort qu'on appelle le tokuiwaza et tout ce qui tourne autour, hein. C'est-à-dire qui va amener le tokuiwaza ou qui suit le tokuiwaza, hein, donc ce qu'on appelle combinaison ou enchaînement, confusion, et c'est là où là j'ai fait vraiment beaucoup de progrès. D'accord. Voilà. Et après, du coup, quand tu es passé en enseignant, Oui, est-ce que bon, j'imagine que tu as repris évidemment tout ce que tu avais appris. oui. Est-ce que tu as fait pour arriver à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire pour moi à ta qualité, alors je le précise quand même, je tiens à dire ça, c'est-à-dire que quand je parle de qualité pédagogique avec toi, c'est que d'une part c'est efficace dans le sens où il te suffit de peu de mots pour voir, enfin en tout cas chez moi, Mhm. pour voir le résultat très rapidement sur le tapis, Mhm. pas besoin de grande explication. Et en plus, de mon point de vue, c'est original, c'est-à-dire que moi ça m'arrivait très souvent ici d'entendre 1, 2, 3 consignes que j'avais jamais entendues, alors que pourtant Tu tournes un petit peu. je tente pas mal et Mhm. puis comme je m'y intéresse bien depuis quelques années, voilà. Donc c'est ça qui me surprend et ma question avant qu'on vienne vraiment à ta façon d'enseigner, c'est que sur tes premières années d'enseignant, est-ce que tu as eu la volonté d'aller beaucoup te former ou est-ce que tu as pris le bagage que tu avais grâce à ton papa et tu as continué comme c'est venu?
Non, j'ai fait de par le bagage technique de base que j'avais avec mon papa, j'ai eu beaucoup de formations à l'extérieur. Donc dans tous les stages de préparation qu'on avait avec les équipes de France à l'époque, on avait différents intervenants techniques, beaucoup de Japonais qui venaient pour enseigner leur pratique, leur mode de judo, si tu veux, qui est un judo qui est vraiment pour moi qui est le meilleur au monde. Donc ça, et puis après d'autres intervenants français qui t'amènent toujours une petite chose supplémentaire. Et ces petites briques que tu rajoutes au fur et à mesure, ça te donne un grand mur dans lequel tu peux piocher pour pouvoir ensuite enseigner. Donc j'ai eu beaucoup de stages qui m'ont fait progresser. Ok. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, alors Oui. je sais pas, c'est toi qui vas choisir, hein. Est-ce qu'on parle des enfants et adultes parce que tu donnes la même pédagogie ou est-ce qu'il faut séparer? Ça, je me rends pas compte. Mais ma première question, c'est du coup pour toi, comment tu commences l'enseignement avec un débutant? C'est quoi par quoi tu vas commencer? Est-ce que tu fais un peu de tout? Est-ce qu'il y a qu'une partie qu'on doit super bien savoir avant de passer à la suivante? Comment tu organises ton enseignement dans les premières parties déjà? Alors, l'enseignement pour les enfants n'est pas le même que pour les adultes. Parce que la problématique, c'est que un enfant, c'est comme une éponge. Voilà, tu donnes et ils absorbent. Et pour eux, il faut que ce soit ludique. Donc, mon enseignement pour les enfants, il est basé sur un système de jeu, mais qui les fait progresser sans qu'ils s'en rendent compte. Hein, quand on fait des jeux pour apprendre les immobilisations, quand on fait des jeux pour apprendre les gardes, quand on fait des jeux pour apprendre à chuter, pour eux, ils ont l'impression de s'amuser, mais ils progressent. Alors qu'un adulte, la problématique, elle est différente. Eux, ils viennent avec une intelligence et ils veulent comprendre pourquoi, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, quels sont les différents principes. Donc, c'est deux enseignements totalement différents. Ok. Donc du coup, les enfants, là tu viens de le dire, tu vas aborder autant un peu les chutes, un peu la garde, un peu les techniques, ça, c'est les trucs qu'absorbent. J'ai une trame technique si tu veux, parce qu'ils ont des minimums exigibles par ceinture. Donc moi je les prends à partir de 5 ans, je fais pas de bébé judo, mais ils ont une trame technique, c'est-à-dire qu'ils savent, ils ont tant de projections à connaître. Et, par exemple, si je prends le cas d'une ceinture blanche, il doit connaître Kubinage, Ogoshi, Osotogari, des Hashibarai. Il doit savoir faire ses 3 gardes, la garde mixte, la garde à droite, la garde à gauche, sa chute arrière. Il doit connaître un certain nombre de noms en japonais et les immobilisations. Ouais, donc toi, tu enseignes avec les noms en japonais? Ah oui, carrément. Parce que ça se passe bien, les enfants, ils absorbent ça se passe super bien parce que, comme je te le disais, ce sont des éponges. Et à partir du moment où tu répètes la terminologie, elle rentre facilement. Et après, dans les programmes supérieurs, on revoit la terminologie des programmes précédents. Donc, quand ils arrivent ceinture marron, ça n'est que de la révision. Okay. C'est-à-dire que j'ai formé plus de 250 ceintures noires. Donc, tu vois, j'ai un petit peu de recul, un petit peu de bagage qui me permet de dire, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Alors, je reste sur les enfants parce que j'en ai vu quelques-uns de tes cours et il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Je voudrais que tu nous expliques et que tu détailles un peu peut-être. C'est que j'ai vu que dans plusieurs cours, ils sont en autonomie. Alors, ils ont une espèce de fiche et j'ai vu qu'ils étaient en autonomie et que du coup, ils s'autocorrigeaient. Et j'ai même vu des tout petits ceintures blanches, alors que tu me dis que tu les prends à partir de 5 ans, je pense qu'ils avaient 5 ans et 3 mois. Et on voyait le petit avec un liseré jaune qui apprenait aux ceintures blanches à faire sa ceinture, etc. Donc, comment tu organises ce passage de grâce? Je sais que c'est assez original par rapport à la plupart des clubs. Alors, ils ont une fiche technique. Voilà. Et quand ils maîtrisent une certaine partie de cette fiche, par exemple les projections, à la fin du cours, moi, je voudrais passer mes projections parce que je les connais. Voilà, je me mets dans un coin et je les fais passer. Si le programme est réussi. Donc c'est lui qui demande ça. Voilà, c'est lui qui demande. Ou quand ils sont un peu timides et que je vois qu'ils sont prêts, je fais un petit passage. Donc j'ai des passages de ceinture toutes les semaines. Mais il va valider son programme debout, donc je vais le dater et le signer. Après, il va valider son programme au sol, je vais dater et signer, je vais valider ses noms en japonais et les connaissances techniques. Et quand toute cette feuille est signée, il passe de ceinture. Donc en fait, c'est un peu tout le long du fil de l'année, voilà. Il peut faire Je pars du principe qu'un élève qui vient une fois par semaine progresse moins vite que celui qui vient 3 fois par semaine. Ce qui est logique. Donc, je ne fais pas un passage de ceinture par an, mais je suis les élèves individuellement et je vois ceux qui progressent plus vite. D'abord, ceux qui ont aussi l'âge requis pour passer les ceintures. Hein, j'essaie d'arriver à ce que pour 14 ans, il soit ceinture marron pour aborder après la ceinture noire à 15 ans. Et du coup, ça, j'ai pas vu, mais pour la partie d'enseignement technique où tu as toutes les ceintures mélangées ensemble, tu alternes avec des techniques de différents niveaux? Ils ont leur programme, ils ont leur fiche technique et après, ils sont capables de bosser en autonomie. Et souvent, les plus gradés, je les mets en valeur.
C'est-à-dire que j'essaye que c'est le principe de Jigoro Kano, hein. L'entraide et prospérité mutuelle, c'est ça. Donc les plus gradés aident les moins gradés. Les plus grands aident les plus petits. Et le discours entre enfants, il est beaucoup plus simple que adulte à enfant. Ils se comprennent plus facilement. Donc tu fonctionnes beaucoup par atelier. Oui, oui. Super. Et mais même pour les adultes, parce que d'abord, quand on est dans un cours de judo, hein, ou jujitsu, on débarque, on est débutant, on est un peu isolé. Et le fait d'avoir cette relation avec d'autres pratiquants, ben ça intègre tout de suite. Et c'est ça le but, c'est que la personne qui arrive, qui est débutant, se sente tout de suite intégrée. Voilà. Et que dès les premiers cours, ben, je vais demander à un plus gradé, tiens, tu peux l'aider à faire réviser sa chute arrière ou tel mouvement ou telle technique, et le courant il passe bien. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai énormément d'adultes par rapport à d'autres clubs. C'est vrai, et en plus, du coup, ça nous fait une bonne transition vers les adultes. Ça, je l'ai vécu sur un des cours où on était en atelier comme ça. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que on était 3 couples, et comme on s'auto-corrigeait, nous 3, je trouvais ça, en fait, c'était assez surprenant. Je trouvais ça aussi super agréable d'être pendant 5-10 minutes dans la posture de celui qui ose faire une remarque. C'est pas facile non plus, hein, d'oser dire là peut-être tu devrais faire plus comme ça. Je trouve que c'est un apprentissage, c'est intéressant. Et puis 5 minutes après, on est dans la posture de celui qui va accepter aussi le regard extérieur. Et je trouve que c'était super intéressant. Et comme tu l'as dit, en plus, ça permettait aussi de créer du lien. Donc c'était vraiment super. À ton avis, pourquoi je fais ça? C'est à moi de te poser la question. Ah oui. Alors, je pars du principe que si on t'amène tout sur un plateau, ça va être très simple, mais tu vas pas l'intégrer. Ouais. Je prends l'exemple des mots croisés. Si pendant une semaine tu cherches la solution sur une définition de mots croisés, le jour où tu as la solution, tu la retiens à vie. Et le principe, c'est que moi je vous aiguille, mais c'est à vous de trouver la solution. Et quand tu vas corriger un élève qui, par exemple, au niveau du kumikata est pas bon, ou au niveau de la technique ne fléchit pas assez, ne tourne pas assez, ce sont des choses que tu vas répéter, que tu vas ressasser, et tu vas les intégrer. En disant, attends, lui, je l'ai corrigé, et moi, je fais la même erreur. C'est-à-dire que je fléchis pas assez, je tourne pas assez. Et donc, le but, il est là. C'est de pas tout vous amener sur un plateau. C'est à un moment de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans l'erreur, tu es capable de le corriger, et après, cette correction, tu l'intègres. Le but, il est là. C'est de pas tout amener sur un plateau. Bon, je pars des mots croisés, mais c'est le même principe. Mais c'est bien parlant. Ouais. C'est vraiment vrai. Et la solution, elle est là. La solution, elle est là. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de l'intégrer quand tu l'as cherché. Ouais. Voilà. Et quand tu la trouves, cette solution, voilà, tu la gardes à vie. Ouais. Plutôt que, voilà, moi, je pars pas du principe qu'il faut tout amener. Il faut qu'il y ait un moment, ce travail de découverte, qui va te faire progresser. Et ça fonctionne par petits verrous que tu déverrouilles au fur et à mesure en disant, oui, là, je suis plus fléchi, là, ma main, elle est mieux placée et le mouvement passe mieux. Ouais, non, mais c'est clair, t'as hyper raison. Et en plus, je me dis que, en plus de tout cet aspect technique, je reviens sur ce que tu disais juste avant sur la prospérité mutuelle. Pour le coup, là, tu mets le cadre pour vraiment le vivre, dans plein de moments sur 20-30 minutes. Et finalement, c'est beaucoup plus fort. Enfin, je trouve que dans ton club, il y a vraiment une ambiance très, très spéciale. Et je pense que c'est probablement aussi beaucoup lié à ça, parce que c'est vrai que du coup, on sort du cours où c'est le prof qui le fait de A à Z. Et même si après, nous, on peut se parler un peu entre élèves, il y a quand même cette, on va dire, cette séparation entre le prof qui enseigne et les élèves qui reçoivent. Toi, c'est beaucoup, beaucoup plus mélangé. Mais oui, mais j'essaie vraiment que même pour les petits, qu'il y ait cet échange. Parce que on ne peut pas progresser tout seul. Même si c'est un sport, un sport individuel, mais on peut pas progresser si on n'a pas une équipe autour. Ouais. Et c'est important d'avoir cette entraide qui va permettre de progresser. Mais je le vois au niveau des chutes. En France, on a un gros problème avec les chutes. Moi, je passe énormément de temps dans mes stages, même des ceintures noires. J'étais au stage de préparation pour les 6e, 7e dan, et j'ai des hookés qui font 4e dan, ça va pas chuter. Parce qu'on n'aura pas. T'en as une en face de toi qui t'a appris à chuter quand même. Ah oui, ça t'a goûté une bouteille de champagne. Ouais, mais en tout cas, s'il y a une belle réussite sur ma préparation 4e, c'est d'avoir amélioré mes chutes et d'avoir appris sur certaines situations. En fait, c'est vrai que je chutais mal. Ouais. Et non seulement c'est un plaisir de savoir bien chuter, mais en plus on se fait juste, maintenant du coup j'ai pas mal du tout, je suis contente, donc c'est génial. Mais voilà, alors donc ça a été un peu de recherche, de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas au niveau des chutes. Ouais. Et en fin de compte, c'est juste une programmation de trajectoire. C'est pour ça qu'on a fait des exercices d'Uchikomi répétitifs, où on te faisait chuter toujours dans la même direction, tu avais les mêmes repères visuels. En visualisant la trajectoire sur Ippon Senage,
Et puis après, tu es capable de chuter sur Taitoshi, Isaguruma, Tomo Inage, Shionage, Gote Gaishi. C'est exactement la même chute. Cette chute circulaire, si tu veux, qu'on a du mal à intégrer. Tu l'apprends dès par exemple, les adultes, tu as beaucoup d'adultes, ceux qui arrivent ceinture blanche, tu commences dès le départ avec ces chutes. Alors, on commence par les chutes basiques, si tu veux, la chute arrière, la chute avant à droite avec les mains posées, chute avant à gauche. On apprend les projections. Donc souvent, si tu veux, je prends les plus gradés qui vont faire nagekomi avec les ceintures blanches, mais ils le font lentement, si tu veux, de manière à ce que les débutants intègrent la trajectoire. En plus, en tant que tori, les plus gradés sont à même de savoir si le partenaire passe sur le côté, s'il passe bien dans l'axe, s'il frotte bien la main dans le dos. C'est les tori qui ont appris avec toi. Voilà. Et donc, automatiquement, il y a cet échange. Et après, quand ils n'ont pas l'appréhension de la chute, on peut tout faire. Le problème de l'activité judo-jujitsu, c'est la peur de la chute. Et ça handicape le pratiquant. Donc, il faut passer beaucoup de temps. Et malheureusement, en France, on passe pas assez de temps sur l'apprentissage des chutes. Ouais, d'autant que ça handicape le pratiquant et ça handicape le tori. Bien sûr. Et souvent, je vois des vidéos magnifiques où on se dit, oh, regardez, par exemple, au Japon, des petits jeunes qui font des super mouvements. Et moi, je dis toujours, oui, mais regardez la qualité du Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est vrai que c'est génial. Parce qu'ils passent beaucoup de temps sur les ukemi. Ouais. Et nous, en France, on passe pas assez de temps. Et c'est vrai qu'il y a rien de plus agréable de pratiquer avec quelqu'un qui n'a pas peur de la chute. Ouais. Voilà. Et ça, t'as l'impression que t'es fort en judo. Ah oui. Ça change tout. Okay. Ça change tout. Donc ça, c'est la partie chute. Après, avec les adultes, est-ce que alors, je vais pas, ça va être toi qui vas nous expliquer, mais moi, voilà, c'est quelque chose que j'adore chez toi, c'est que t'as une méthode, c'est-à-dire que tu fais des sortes de cases ou de structures ou de catégories, je sais pas comment on appelle ça, mais tu découpes le judo pour vraiment qu'on comprenne ce qu'on travaille. Ça, du coup, avec les adultes, est-ce que tu fais par exemple un cours sur le kumikata, un cours sur le déplacement? Est-ce que tu mélanges tout? Comment t'apportes cette notion de un peu de puzzle à reconstituer pour son judo? Alors après, si tu veux, avec ces feuilles techniques qui sont en leur possession, je sais exactement où ils en sont. C'est-à-dire que je vois par rapport au programme que j'ai signé où ils en sont dans leur progression. Et comme j'ai des élèves qui ne viennent qu'une fois par semaine, j'en ai qui viennent 2 fois par semaine, j'en ai qui viennent 3 fois par semaine, je peux pas faire un cours à l'identique. Ouais, donc je suis obligé de faire du cas par cas. Mais je sais exactement où en sont les élèves. Ah ouais. Donc voilà, je fais des petits groupuscules en disant voilà, tous les 3 vous allez réviser telle partie du programme et ça permet de faire la révision technique. Et après je fais un travail d'ensemble et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'exercices basiques, Kakarigeko, Yakusuko et le randori, ça ne vient vraiment qu'à la fin. Le but, c'est de progresser en ayant des sensations, que ce soit au sol ou debout, parce que si on laisse 2 débutants ensemble, ils vont essayer de faire randori, ils vont être en opposition, ils vont être en force, et rien va en sortir. Si t'en mets un qui est dans l'attaque et l'autre qui est dans la défense, ben voilà, ça permet d'échanger beaucoup plus facilement. Okay. Donc, Kakarigeko, Yakusuko, et puis après, on arrive au randori. D'accord. Et quand tu fais tes petits groupes par 3 individualisés là, sur cette fameuse fiche, bon évidemment il y a la partie technique de boussole. Est-ce que tu as une partie par exemple sur le kumikata, sur le système d'attaque, sur les déplacements, ou ça c'est à côté ou... Ça c'est à côté. Bon, on travaille beaucoup sur les déplacements parce que le judo ça se fait pas en statique, ça se fait en déplacement. Donc le travail en déplacement est important. Après, de temps en temps, je fais des séquences pour tout le monde. Ouais. On va travailler sur le kumikata, on va travailler sur... Alors, quand tu dis justement, on va travailler sur le kumikata, concrètement, parce que quand on dit ça, moi, ça m'arrive souvent, par exemple, d'être dans des clubs où on nous dit, là, pendant 1 minute, c'est que kumikata. Mais comme on n'a pas spécialement d'indication, en gros, on se chiffonne, voilà, donc chacun fait comme il peut, quoi. Il y a une manière de prendre le kumikata. Donc ça, je l'explique. Au départ, si tu veux, je vais les laisser avec leur connaissance. Ouais. Et après, j'apporte à chaque fois une solution au problème rencontré. Pourquoi j'arrive à poser ma première main, pourquoi j'y arrive pas, comment je fais pour poser ma deuxième main, et voilà. Et le kumikata, c'est pareil, on ne peut pas faire un bon judo si on n'a pas un bon kumikata. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut en passer par là, surtout dans le judo compétition. Ouais. Moi j'ai plus de pratiquants qui font du judo loisir, mais j'ai entraîné pendant des années la section sport-études d'Amiens, qui maintenant est devenue Pôle France. C'est vrai que la problématique, c'est je ne peux pas faire mon judo si j'ai pas un bon kumikata. Alors, qu'est-ce qu'un bon kumikata? Un bon kumikata, c'est que tu dois être capable, à partir du moment où tu as les 2 mains sur le judogi, de faire ton judo. D'accord, donc c'est un kumikata qui t'ouvre la porte sur ta technique. Voilà. Qui te permet de passer ton tokuiwaza. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que le judo français, par rapport à d'autres judos,
on ne travaille pas assez sur le spécial, sur la technique favorite. Donc nos judokas actuellement, ils ont un judo instinctif où ils attaquent dans toutes les directions, mais ils n'ont pas un judo construit. Je prends le cas de Kosei Inoue. Tout le monde sait qu'il fait Uchimata. Tout le monde le sait. Ah oui. Sauf que quand il le passe, il le passe. Ah oui, voilà. il le passe quand même à chaque fois. Voilà. Et à chaque fois, tu le sais, il va faire Uchimata. Et pourtant, tu le prends. Parce qu'il a le kumikata qui fait que il est bien placé, et puis il a différentes formes d'entrée qui permettent de faire son Uchimata, en fonction des différents temps d'appel, voilà. Mais on sait qu'il va faire Uchimata. Et tu le prends quand même. Et ça, c'est le judo. Je pars du principe qu'un judoka, quand il fait un bon mouvement de judo, ça doit pas se sentir. C'est-à-dire que l'adversaire peut faire 120 kilos. Moi, à l'époque, je faisais 65 kilos, je faisais les championnats de toute catégorie. Ça me posait pas de problème. Parce que j'avais un Tokuiwaza qui était très très fort, et que le gars fasse 90 kilos ou 100 kilos, ça me posait aucun problème. Et s'il y a un judoka pour moi qui exprime le judo tel qu'il doit être fait, c'est Angelo Parisi. Ah ouais. Parce que Angelo Parisi, peu importe l'adversaire qu'il avait, son Seiya Otoshi, alors c'était extraordinaire. D'ailleurs, en finale des Jeux Olympiques de Moscou, il va atomiser le soviétique, là, Zaprianov, sur un Seiya Otoshi d'anthologie, quoi. Et c'est vraiment le judo en déplacement, et le judo avec une technique forte. Et quand l'adversaire est en déséquilibre, tu dois pas le sentir. Oui, parce qu'en fait, pour pas le sentir, c'est aussi la question d'être dans le bon timing. Voilà. Donc, de déséquilibrer, donc de se déplacer, c'est ça? Et puis le placement. Le placement est hyper important. Donc, on doit être sous le centre de gravité de l'adversaire. Voilà. Donc, tout ça, je l'explique aux enfants avec des petits jeux, si tu veux, et ils comprennent très bien que, voilà, s'ils sont sous le centre de gravité de leur partenaire, le mouvement, il passe beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Donc après, il y a tout un travail de traction, voilà, le kumikata, le tsurite, le ikite, qu'on va apprendre. Et j'ai plein d'éducatifs pour les adultes avec la ceinture. On fait ça au sol avec des tractions pour qu'ils ressentent cette action des mains, des bras, qui vont permettre de mettre le partenaire ou l'adversaire en déséquilibre. Mais on ne peut pas faire le judo s'il n'y a pas cette notion de déséquilibre. Et le problème du judo actuel, c'est qu'on apprend le judo en statique, mais on le fait pas en déplacement. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais beaucoup de kakaregeko, où il y en a un qui attaque, l'autre défend, mais c'est ouvert. Il sait que de toute façon, il n'y a pas de risque de se faire contrer, l'autre ne va pas attaquer, et il va pouvoir travailler son judo, le construire à partir de son mouvement fort. Des fois, j'impose même ne serait-ce qu'un seul mouvement. Pendant une soirée, on va faire qu'un seul mouvement. Voilà, on va faire Osotogari, mais le Japon, ils travaillent comme ça, hein. Ils vont apprendre Osotogari pendant 1 an. Sauf que après, au bout d'1 an, ils savent faire Osotogari. Et quand j'étais à l'INSEP, à l'époque, je m'imposais cette ligne de travail. C'est-à-dire que moi, j'avais un mouvement fort, c'est Taitoshi. Alors, j'ai eu une rupture des ligaments croisés sur un Taitoshi où l'adversaire est tombé sur le genou, donc ça m'a explosé les ligaments. Donc, j'ai dû changer. Et donc, j'ai fait Araigoshi ou Uchimata. En étant sur un appui, j'avais moins de problèmes pour l'articulation du genou. Et puis, autour de ça, j'ai greffé mon judo avec les différentes directions, mais ça m'arrivait pendant 1 mois à l'INSEP de ne faire que Osotogari. Ah ouais. Alors c'est vrai que les premières semaines je prenais des gamelles, et puis donc c'est-à-dire que là, tu t'empêches de faire autre chose. De faire autre chose. Mais au bout de 15 jours, je commençais à mettre des gamelles sur Osotogari. Et puis à la fin du mois, je pensais tout le monde sur Osotogari. Mais il faut avoir ce mental et cette démarche de dire, pour progresser, il faut que je fasse ça. Comme un golfeur. Un golfeur, il va pendant des heures et des heures, avec un seul club, il va faire le même swing pour arriver à 50 cm du drapeau. Ouais. Mais voilà, c'est le geste, il le connaît. Mais il faut avoir cette méthodologie pour toujours le même geste, le même timing, pour arriver le plus près possible du drapeau. Ok. Voilà. Donc le but, il est là. Et c'est pour ça que dans les jeunes que je prépare en compétition, je leur donne cette ligne de conduite en disant, voilà, vous faites un mouvement avant, un mouvement arrière, et pendant 1 mois, vous ne faites que ça. Mais au bout d'1 mois, même ne serait-ce qu'au bout de 15 jours, vous allez commencer à avoir des progrès. Et quand tu dis que tu fais que ça, tu construis quel autour? C'est-à-dire que tu vas faire différentes feintes avant de faire le mouvement, je veux dire, tu fais des choses quand même. Oui, mais mon but est de passer mon Tokuiwaza et de le faire progresser. Ouais. C'est Osotogari. Ouais. Voilà, ou Araigoshi. Et d'ailleurs, juste là-dessus, c'est vrai qu'il y a une soirée, tu m'as fait faire que sur Araigoshi. Et j'ai été surprise parce que c'était intéressant, je le précise, ce que tu nous as fait faire, c'est que tu m'as fait faire une ligne, c'était des ados, il y avait même des petits de 10 ans. Hein. Et tu m'as dit, tant que t'as pas fait 2 Arai qui passent bien, tu passes pas au suivant.
Et bon, au début, je me suis dit, ça va, c'est des enfants. Puis en fait, au bout du 6-7, en fait, il y en avait, j'avais vraiment du mal. Je mettais plusieurs minutes à trouver le déséquilibre, enfin, le bon moment. C'était pas facile. Et c'est vrai qu'au bout de 10-11 enfants, on est crevé aussi. Mais c'était un seul mouvement et rien d'autre. Oui. Et après, il y a un petit déclic qui va se faire. T'as un verrou qui va sauter. Bah oui. Pourquoi j'avais pas compris ça avant? Oui. Voilà. Bah c'est à force. Et c'est la pratique qui va te permettre de faire des progrès. Mais il faut pour moi ce schéma de travail où on t'impose quelque chose. C'est-à-dire que le problème du judo actuel, ce sont pour la plupart des judos qui sont à l'instinct. Oui. Mais il n'y a pas de construction. C'est ça. Voilà. Et le judo japonais, il est différent. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans tous les domaines. Et même maintenant, la plupart des garçons, même des filles, il y a des filles qui sont très très fortes en newaza parce qu'on a mis l'accent sur le newaza. Ouais. Et donc il y a des filles qui sont capables de gagner tous leurs combats en newaza. Ouais, ils se concentrent que sur un truc pendant une période. Par contre, quand elles le font super bien. Ouais. Et les garçons, c'est pareil. Hein. Et par rapport au judo étranger, où il y a des petites nations qui sont émergentes, comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, les Israéliens, qui sont des petites nations du judo, mais qui sortent des champions. Et parce que d'abord ils ont l'envie de faire du judo, et en plus ils envoient leurs compétiteurs dans tous les stages internationaux où ils vont être confrontés à d'autres judokas, mais par contre ils ont une base judo qui est excellente. Et donc quand tu dis base judo, c'est une forme technique? Oui. C'est-à-dire c'est un peu, pour moi, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils l'ont beaucoup travaillé en Yatsukugeko, mais oui, c'est-à-dire sans opposition randori. Bien sûr. Le judo français, on a malheureusement, on est plus orienté sur la préparation physique et la prépa musculaire, où on va faire beaucoup d'heures en musculation. Mais c'est pas ça qui va faire progresser le judo. Le judo, ça reste une discipline technique. Voilà. Et on prend le cas du saut à la perche. Le gars, il peut faire 250 kilos au développé couché ou 500 kilos en squat. S'il n'a pas le geste technique pour passer la barre, il passe pas. Quand tu vois le champion actuel là, qui passe plus de 6 mètres, il a une technique qui est parfaite. Parfaite. Alors qu'il n'est pas démesurément physique, mais par contre, il a une technique parfaite. Et nous, c'est ça. Le principe du judo, c'est pas d'être fort musculairement, c'est d'être fort techniquement. Et c'est pour ça que actuellement ceux qui sortent au niveau international, ce sont des judokas qui sont forts techniquement. Bien sûr. Forts techniquement. Ça, et on le voit. Hein. Et on le voit. Je le vois dans les championnats, c'est vrai que c'est des belles techniques, quoi. Ouais. Alors quand même une petite question, c'est que si je reviens à cette idée qu'un bon kumikata, c'est celui qui te permet de bien faire ta technique, ça veut dire qu'on définit aussi notre kumikata en fonction de la technique qu'on aime faire. Parce bien sûr. Ah oui, donc faut avancer un peu des deux côtés en même temps. Bien sûr, c'est-à-dire que le kumikata que tu vas installer, il doit être en adéquation avec ta technique favorite, de manière à pouvoir l'effectuer dans de bonnes conditions. Après, c'est pas toujours évident parce que voilà, il faut aussi être capable de travailler à une main. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle ma période de compétition. Si j'avais mes deux mains, si j'avais mon kumikata, mais c'était sûr que mon adversaire, je le plantais. C'était certain. Je le savais. Mais j'avais ce kumikata que je travaillais pendant des heures et des heures pour pouvoir poser mes deux mains au bon endroit. Et après, je savais, si j'avais mon kumikata, comme beaucoup de judokas, on sait que s'il pose les deux mains, ça y est, c'est parti, quoi. Mais alors, ça veut dire que quand tu avais tes deux mains, tu savais aussi très bien, parce que moi, je trouve que c'est ça qui est pas évident, créer les bons déplacements pour faire les bonnes réactions. Complètement. Et comme, si tu veux, le judo était construit dans 4 directions, bah voilà, si je pouvais pas faire tel mouvement, j'en avais encore 3 autres à ma disposition pour pouvoir travailler. Et de là, je pouvais passer d'un mouvement à l'autre, que ce soit en combinaison pour amener mon spécial, que ce soit en enchaînement après mon spécial si ça fonctionnait pas, que ce soit en liaison de boussole. Donc combinaison, c'est la combinaison, c'est la technique préparatoire qui va t'amener au tokuiwaza. Voilà. Donc, par exemple, je fais Araigoshi, je vais faire plusieurs fois Ouchigari pour faire réagir, et quand j'ai une bonne réaction, je fais Ouchi Araigoshi. Et ça marche très très bien. Et l'enchaînement, c'est différent. Je fais Araigoshi, il y a résistance. Au bout de 2-3 Araigoshi, ça passe pas. Je vais enchaîner avec Osotogari ou Ostoitoshi. D'accord. Voilà. Mais alors, si on a un système d'attaque, tu dis que c'est dans les 4 directions, ça veut dire que théoriquement, on devrait avoir 4 tokuiwaza quelque part, non? Non, il y en a un qui est plus fort que les autres. Et les autres sont là pour compléter. Voilà. Après, il y a des judokas qui ont 2 tokuiwaza. Il y en a qui en ont 3. Et ça, c'est vraiment des très très grands judokas. Ouais.
Je prends le cas des Japonais. Je prends Maruyama. Lui, il est capable d'avoir 3 ou 4 mouvements très très forts, très très forts. Et la seule différence par rapport à AB, c'est qu'il manque un peu de mental. C'est-à-dire que C'est vrai qu'on le ressent un ah mais peu. oui, mais Moi, je pas pensé, mais... Abe, il a un judo qui est beaucoup plus physique, moins technique que Maruyama. Mais Maruyama, s'il avait le mental d'Abe, mais il serait triple champion olympique, quadruple. Ah oui, mais Ah, maintenant que tu le dis, ça, je l'avais pas remarqué, mais ah maintenant que oui, tu le mais dis, ça ça me paraît transparaît, évident. ça Ouais, transparaît. t'as tout à fait raison, c'est Et ça. c'est uniquement une question de mental, parce que le judo, il l'a. Et il est capable de faire Uchimata, il est capable de faire Il a très beau Osotogari, il est judo. capable de faire Seoinage, et il a un judo qui est très complet. Ouais. Voilà. Et alors, une fois que tu as ton Tokiwaza et donc ton système d'attaque avec minimum 3 autres techniques pour les 3 autres directions, Oui. est-ce que, du coup, selon que tu tombes sur un droitier ou un gaucher, tu es quand même en garde emboîtée ou opposée? Moi, en tant que gauchère, je suis bien passée pour savoir qu'on travaille quand même pas du tout pareil en garde opposée qu'en garde emboîtée. Donc, quelque part, il faut retravailler un petit peu Oui. ces 4 directions dans le cas où on est dans une autre garde, quoi. Oui. Oui, mais après, alors le problème droitier, gaucher, voilà, c'est difficile. C'est difficile parce que voilà, on se gêne mutuellement. Donc il faut trouver des solutions alternatives pour pouvoir passer ce phénomène de garde identique. Et c'est vrai que droitier, gaucher, ça pose toujours des problèmes. Ouais, parce que c'est emboîté. Voilà. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, on peut travailler avec donc des partenaires qui ont une autre garde. Oui. Et du coup, ça veut dire qu'on peut changer son kumikata, se dire tiens, j'ai 2 kumikata favoris. Toi, tu pouvais avoir deux façons de placer tes mains. Alors, si je parle de mon expérience de compétiteur, moi j'étais, comme la plupart des gauchers, on était rares à l'époque, mais quand on tombait sur un gaucher qui était fort, c'était compliqué. Ouais. Gaucher contre gaucher, c'était très compliqué. Ouais. Il y avait plus de facilité parce que les droitiers, ça court les rues. Gaucher. Donc j'étais obligé d'adapter mon judo par rapport à cette garde gauchère, si tu veux. Ouais. Donc j'avais pas tout à fait les mêmes mouvements pour pouvoir passer sur un gaucher. D'accord. Donc je faisais Kouchigari, Seoinage. Et tu changeais un peu ta garde Je changeais un peu. Alors, si je pouvais pas avoir ma garde, parce que c'est toujours pareil, quand on est en garde emboîtée, c'est compliqué d'avoir un kumikata. Il y en a forcément un dominant, un dominé. Et donc je travaillais dans les deux types de situations. Si j'étais en garde dominante, je refaisais Osotogari ou Soto Otoshi. Et je travaillais en même temps un petit peu sur Arai. Et si j'étais en garde dominée, je faisais beaucoup Kouchigari sur Inage, de manière à pouvoir passer sous la garde. Okay. Voilà. Et avec tes élèves adultes, enfin adultes ou même d'ailleurs ados, peu importe, tu choisiras, à partir de quel moment, parce que se spécialiser sur un Tokiwaza, c'est super. En même temps, on dit souvent que pour avoir une formation complète, c'est quand même bien de connaître plein de techniques. À partir de quel moment, quel âge ou quelle ceinture ou quel niveau tu orientes sur se contraindre à une technique et du coup oublier un peu le reste. Enfin, oublier, c'est beaucoup dire, mais... Ça se fait, je ne peux pas dire dès le début, mais dès qu'ils commencent à avoir les bases techniques de projection, on fait des séances à thème où voilà, je leur impose une seule technique dans le Kakari Gecko, dans le Yakusuku Gecko. Donc de manière à ce que d'eux-mêmes ils commencent à développer leur Tokuiwaza. D'accord. Mais c'est pareil en Jiu-Jitsu. Voilà, quand on fait les randonnées Jiu-Jitsu sur les différentes attaques, j'essaye de leur imposer une seule technique avec laquelle ils vont pouvoir se défendre dans plein de situations. Ah ouais. Voilà, le but, il est là. Mais c'est à force de pratiquer qu'on commence à avoir des automatismes. Ça, je le ressens bien. Donc, après, à partir de la ceinture verte, c'est vrai qu'on rentre un petit peu plus dans le détail parce qu'ils ont déjà un bagage technique plus important. Mais dès les débutants, ils vont avoir des sensations assez rapidement. Ce mouvement-là, je le ressens bien. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est-à-dire que dès les débutants, tu les éduques quelque part à leurs sensations à eux. Oui. Et au lieu de nier en disant non, mais c'est important de tout travailler, au contraire, tu valorises, celui-là, tu le ressens bien, c'est une technique que tu aimes bien. Ils continuent quand même à travailler les autres techniques. Bien sûr. Mais ce sont des sensations que eux vont avoir. Okay. Et ça, je peux pas leur imposer. Je pars du principe que en tant qu'enseignant, je dois faire avec les moyens du bord. Ouais. J'ai commencé le golf assez tard et j'avais un prof de golf qui voulait impérativement que j'ai un swing académique, monter mon bras gauche tendu, ce que je ne peux pas parce que musculairement, je suis tellement tonique que je peux pas. Et je lui ai expliqué. Et il voulait absolument m'imposer un swing académique. Je lui ai dit, je pourrais pas, c'est impossible.
Par contre, il faut faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire que je monte moins haut, mais par contre, je tape plus vite. Ah ouais. Et voilà. Et moi, je pars du principe qu'avec un judoka, en fonction de ses capacités physiques, je dois m'adapter. Voilà. Et s'il est grand, bah, je vais plutôt le faire travailler sur des hachi waza plutôt que sur des te waza ou des koshi waza. Et donc je m'adapte en fonction. Et puis je m'adapte aussi à leurs sensations. C'est ça, ouais. Tu leur Voilà. demandes comment ils se ressentent. Et par rapport à leur qualité motrice et physique, je m'adapte. C'est-à-dire que moi j'ai un judo où je vais faire un arigoshi de telle manière, je vais pas t'imposer de faire le arigoshi comme moi je le fais. Par contre, il y a des principes de base qui sont la flexion, la traction, et ça on peut pas y couper. Et la bascule. Ça oui, ça doit te parler un petit peu. Mais c'est vrai que pour encore une fois l'avoir vécu, c'est aussi une grande force que tu as, c'est que pour m'avoir fait travailler sur Arai, tu me laisses faire, c'est-à-dire vas-y, tu me laisses faire 3-4 répétitions. Ensuite, t'ajoutes juste un mot ou une phrase. Donc, j'imagine que c'est parce que tu as observé déjà à partir de moi comment je fais. Et avec juste un seul mot, une phrase, tu me relaisses faire une bonne dizaine de fois. Oui. Après, le but, c'est de t'aiguiller. Si je te donne trop de consignes, ou si je donne trop de consignes à mes élèves, ils vont pas les capter. Donc, il vaut mieux en donner une bonne, une seule, et puis après, on ajuste. Ça, c'est bon. Le progrès est fait là-dessus. Maintenant, on va ajuster. Donc, ça va être d'abord peut-être la flexion, ça va être peut-être la traction de la manche, ça va être peut-être la bascule, mais je suis toujours obligé de m'adapter par rapport à ce que je vois. Et je donne consigne par consigne. Je donne pas un flot de consignes. Ouais, ça c'est génial. Voilà. Et le but, c'est de comprendre ce que vous faites. Voilà. Et tu donnes consigne par consigne et tu fais ce que tu disais tout au début de l'interview, à savoir tu nous laisses chercher. C'est-à-dire que c'est pas à chaque répétition que tu redonnes une consigne. Et moi, j'apprécie vraiment que au moins, tu me laisses faire au moins 5-10 fois sur la même consigne. Et parce que c'est vrai que si à chaque répétition on refait 10 minutes de théorie, on n'avance pas. J'avais quand même une question, c'était ça, sur les Tokiwaza là, donc te baser sur le ressenti de tes élèves et t'adapter à leurs conditions physiques chacun, enfin à leur morphologie, etc. Est-ce que quand ils grandissent, ou même peut-être les adultes, est-ce que ça arrive de changer de Tokiwaza? Bien sûr, sûr, parce que au niveau morphologie, un gamin que t'as 8-9 ans, qui fait 1m50 et puis que tu vas retrouver à 17 ans avec 1m90, il peut pas avoir forcément le même Tokuiwaza. Donc, il va y avoir forcément un changement, et même lui, de par sa morphologie, va peut-être aller vers d'autres mouvements qu'il n'avait pas maîtrisés, ou même auxquels il n'avait jamais pensé avant. Donc, Et dans les grands ados, voire adultes que tu as accompagnés côté compétition, que ce soit en pôle ou ici au club, ça arrive aussi qu'ils changent que dans leur à force de pratiquer un Tokiwaza, finalement, ils découvrent aussi d'autres sensations et qu'ils changent. Mais ça, c'est le rôle du prof. Okay. Je parle pas le rôle d'entraîneur, parce que entraîneur, moi, je parle du rôle de prof, c'est-à-dire que avec le vécu que nous on a depuis des années d'enseignement, c'est de trouver là où il y a la petite faille et de trouver quel est le meilleur moyen pour faire progresser. D'accord. Donc voilà, mais ça c'est l'expérience qui va parler en regardant un judoka. Voilà, il y a ça, il faut corriger. Et donc des fois, par exemple, j'ai une petite jeune là qui prépare les Jeux Olympiques avec le Gabon, et elle se rend pas compte qu'elle a un judo de gauchère. Et elle l'a découvert parce que tu l'as observé. Parce que je l'ai observé. Et donc maintenant, elle est ambidex, c'est-à-dire qu'elle travaille à droite et à gauche. Elle n'est pas encore suffisamment forte à gauche, mais elle va le devenir. Et elle sera très forte à gauche. Mais elle l'avait jamais ressenti. Voilà. Mais ça, c'est l'expérience qui parle de par la posture, de par voilà. Et ça, c'est plus un rôle de professeur que d'entraîneur? Oui. Oui. C'est quoi la différence du coup? La différence, si tu veux, c'est que le prof, de par son expérience, de par les centaines de milliers d'élèves, moi je compte plus les élèves que j'ai depuis des années, j'ai un panel de références qui est important. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup de scolaires qui font du judo avec moi, qui ont découvert le judo par l'intermédiaire de l'école. Et donc, j'ai cette expérience visuelle qui me fait que, quand je vois un judoka, je vois tout de suite ce qui va pas. Voilà, et un entraîneur, n'a peut-être pas forcément, si tu veux, ce panel représentatif. Voilà, il va être plus performant sur des secteurs bien précis, de liaison de boussole, de kumikata, mais techniquement, il faut avoir beaucoup d'exemples pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai que l'entraîneur, il travaille avec la même typologie de public. Oui, mais après, chaque judo est différent.
chaque champion ou championne est différente. Donc on peut pas faire, et c'est pour ça que il y a beaucoup de nations, petites nations, avec peu de judokas qui sortent, parce que quand il y a un potentiel, on s'occupe de cette personne-là et on va tout faire pour le faire progresser. Et nous, on a un vivier important, Je comprends. et Dans la masse. voilà, et on travaille de la masse. Et je prends l'individualise pas assez en fait. Oui, je prends l'exemple de Fabien Canu. Fabien Canu, le système d'entraînement de l'INSEP à l'époque ne lui convenait pas parce qu'il n'avait pas besoin d'une charge de travail aussi importante, de faire autant de randonnées, de faire autant de chikomi. Il a été très 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 fort quand il a quitté l'INSEP. Et là, il est reparti dans son petit club et c'est là où il a été le plus fort parce que l'entraînement de l'INSEP ne lui convenait pas. Voilà, donc on est obligé de faire du cas par cas. Et c'est, si je prends l'exemple de la natation, on voit les progrès de la natation française, ouais, c'est vrai. Parce que à un moment, on s'occupe d'une personne. Voilà. Et on sait ce qu'il faut faire pour que cette personne progresse. Plutôt que d'en prendre 10 d'un seul coup, on en prend une. Hein, je prends l'exemple de Laure Manodou, que Philippe Lucas a sorti de l'ombre, et c'est pas la seule, hein, il en a sorti d'autres. Mais il s'occupe de telle personne, et il sait exactement dans quel domaine il faut les faire progresser. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Mais il faut que déjà ces compétiteurs aient les bases techniques. Et ça, c'est le rôle du professeur. Et le problème qu'on a actuellement dans le judo français, c'est que les professeurs ne forment, à mon avis, pas suffisamment bien au niveau des bases techniques, ce qui fait que quand ils arrivent dans les structures spécialisées, en pôle, eh ben ils ont des grosses lacunes. Ouais. Des grosses lacunes. À mon époque, on savait très bien, de par le style de judo, de par la forme de corps, d'où venait le compétiteur. Lui, oui, mais bien sûr. On savait que, par exemple, lui, il venait de chez tel professeur parce qu'il avait un style de judo particulier. Lui, il avait une telle technique. Voilà, on savait. Il y avait vraiment la marque de fabrique. Maintenant, quand on regarde un judoka au niveau français, on sait même pas d'où il vient. Ouais. Voilà. Je vais pas dire que c'est un judo stéréotypé, mais avant, il y avait des grandes écoles du judo. Ouais. Du coup, pour toi, j'ai une question. C'est quoi pour toi un bon judoka? Un bon judoka, c'est quelqu'un qui est capable de dire en compétition, lui, je vais le faire tomber sur telle technique. D'accord. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, ça remonte à des années. Il y avait un très très grand judoka qui s'appelait Masanori Fukami, qui a été vraiment un très très grand technicien, et en plus c'était l'ami de mon papa. Et moi, j'avais la chance quand j'étais petit de le voir travailler. Et ce judoka, il savait tout faire. Et vraiment, quand je dis tout faire, et quand je le voyais à l'entraînement, il pouvait faire aussi bien Taiotoshi, Saunage, Uchimata. Il était pas très grand, hein, il faisait 1m68, mais quand il rentrait Uchimata, même si l'adversaire il faisait 2 mètres, il passait la fesse et il faisait Uchimata. Et c'était un judoka qui avait un judo complet. Et il était capable de monter sur le tapis et de dire, toi tu vas tomber sur Saunage, ou toi tu vas tomber sur Ostogari. Et ça, c'est un grand judoka. Et il savait faire ça parce qu'il savait le judoka qu'il avait en face, ou parce qu'il savait, lui, il avait toutes les possibilités pour... Parce qu'il avait un panel technique énorme. Ouais. Énorme. Et comment il sait qu'entre lui, je vais te faire telle technique? C'est l'expérience. Ouais. C'est l'expérience. C'est de par le déplacement, c'est de par la posture, voilà. Si t'as un adversaire qui a le pied droit reculé, tu vas pas essayer d'aller faire au Sotogari. Le pied reculé, ça va être compliqué. Tu vas plutôt chercher à faire au Uchigari. Voilà, donc c'est de par la posture, de par la garde, on s'adapte. Et quand on a ce panel technique à cette disposition, on peut passer partout. Et c'est ça un grand judoka. Ouais. C'est de dire, voilà, il est comme ça, ou elle est comme ça. On revient sur l'adaptation. Voilà, voilà. Mais ça veut dire qu'il faut quand même ce panel technique à disposition. Ouais. Et toi, en tant que compétiteur, juste, ça me permet de rebondir là-dessus, parce que quand même, je me dis, et j'imagine quand même que tu es tombé de temps en temps sur des gars que tu connaissais pas. Donc, je ne sais pas s'ils vont être gaucher, droitier, offensif, je ne sais quoi. Ouais, mais comment tu fais? C'est-à-dire que tu as une base un petit peu généraliste pour avoir le temps de tâter qui t'es en face de toi, ou comment tu fais ça? Tu as toujours cette phase d'observation. Voilà, déjà dans la prise de kumikata, tu vas savoir s'il est droitier, s'il est gaucher. Les premiers mouvements qu'il va tenter, donc ça te donne des informations. Et donc il faut faire avec. Et ça, c'est l'expérience des randonnées, voilà, qui te permettent de te rappeler que cette situation-là, j'ai déjà vécu, et il faut que je la traite comme ça. D'accord. C'est comme un joueur d'échecs qui va répéter des milliers de combinaisons, et le jour où il tombe sur cette combinaison, il a déjà la solution. Ah ouais.
Donc finalement, plus tu as répété en amont, oui, plus ta phase d'observation, elle est presque courte. voilà, Parce que ça va faire appel exactement, à une situation que tu as travaillé en amont. exactement. Mais le judo, ça se fait avec intelligence. C'est-à-dire que je prends l'exemple de petits jeunes là, ils font une compétition, il fait au Sotogari, il se fait contrer sur Ostogari une fois. Il rattaque au Sotogari, il se fait contrer sur Ostogari 2 fois. Il dit attends, réfléchis. Tu as fait Ostogari, il t'a contré, il a marqué Wazari. Tu réattaques au Sotogari. C'est que ça veut dire que t'as pas compris. Ouais. Et voilà. Et donc ça, c'est important. C'est de comprendre de ses erreurs comment on peut faire pour progresser. Ok. Et après, vraiment, je passe à la suite, mais quand même, ça veut dire que s'il faut avoir un amont travaillé le plus possible, hein, de situations différentes, il faut aussi avoir des partenaires assez différents. Comment on fait quand quand on passe toute l'année dans son club, on est toujours un peu avec les mêmes, surtout si, selon les gabarits, on n'a pas non plus, comme tu l'as dit, il y a des cours adultes, on n'est pas très nombreux. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a un truc pour essayer de travailler différentes situations, élargir un peu ça? Est-ce que la seule solution, c'est de sortir et de partir en stage ailleurs? Au niveau compétitif, il faut multiplier les partenaires pour avoir différentes expériences. Mais le plus gros travail, c'est le travail personnel. C'est-à-dire, c'est de s'imposer cette ligne de conduite et cette ligne de travail qui me dit, bah voilà, si je veux être fort sur mon Ouichigari, il faut qu'à un moment, je consacre du temps sur Ouichigari. C'est ce que font les Japonais. Hein. Ouais. Ils vont travailler le même mouvement pendant 1 an. Mais ils le font à la perfection. Ouais. Donc le but, il est là, c'est de s'imposer une ligne en disant, voilà, moi j'ai un secteur je maîtrise pas, gaucher, et ben je vais travailler qu'avec des gauchères pour progresser, pour comprendre voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je tombe sur un gaucher ou une gauchère. Ok. C'est pas en allant dans la facilité qu'on arrive à progresser. C'est en allant chercher la difficulté, voilà. Et moi, je me rappelle à l'INSEP, en tant que gaucher, j'avais plein d'adversaires qui préparaient les championnats, qui venaient me chercher en randonnerie parce que je leur posais problème. Parce que t'étais gaucher. Voilà. Ouais. Et c'était important, c'était intéressant. Et voilà, ils avaient cette démarche de dire, voilà, lui, il est fort en tant que gaucher, il faut que j'aille l'inviter pour que je fasse des progrès contre les gauchers. Ok, super. Alors, pour finir, j'ai des questions à chaque fois, c'est pour un public particulier des personnes qui écoutent l'interview. La première catégorie, c'est les ceintures adultes de couleur. On en a déjà parlé. Mais si tu avais une recommandation à faire voilà, ce serait quoi qui serait le plus important à travailler si tu devais donner un conseil pour ces ceintures de couleur qui veulent progresser adultes, qui ont commencé le judo adulte, tu leur conseillerais quoi? Qu'est-ce qui est pour toi capital qu'ils doivent travailler? Apprendre à chuter. J'étais sûre que tu allais dire ça. Mais oui, mais t'as bien raison. Ouais. C'est la règle de base, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'appréhende plus la chute, on peut progresser. Ouais, c'est vrai. Complètement. Voilà. Et on a plein de judokas adultes qui sont handicapés par cette appréhension. Ouais. Et qui n'osent pas aborder le judo tel qu'il devrait être fait parce qu'ils ont peur de chuter. Ouais. Mais je parle pour les débutants, mais dans tous les stages que j'encadre depuis des années, je trouve énormément d'adultes qui sont même ceinture noire, voire plus, et qui ont peur de chuter. Ouais, tout à fait. Parce qu'on leur a jamais appris. Et donc, ça va handicaper toute leur vie de pratiquant. Ouais. Et là-dessus, 2 choses. D'abord, je suis très contente que tu le dises ouvertement parce que moi, encore récemment, sur Secret Judoka, il y a une fille ceinture noire qui se sentait très gênée et qui m'a un peu confié qu'en fait, elle n'était pas hyper à l'aise avec la chute. Et je lui ai dit, mais en fait, tu sais que je pense que c'est presque la majorité, sauf que ça se dit pas, c'est tabou. C'est tabou. Encore moins quand on est marron noir, on va pas le dire. C'est tabou, mais bien sûr. Et quand elle l'a su, et quand je lui ai dit mon cas, moi je le dis ouvertement, 3e dan, il y avait toute une partie des chutes que je faisais pas bien et que j'avais une certaine appréhension. Ça va beaucoup mieux maintenant. Maintenant, voilà, j'ai eu, grâce à toi, le grand déclic. Mais rien que de le savoir, déjà on se dit, ouf, on n'est pas tout seul. Et en plus, il y a des solutions. Et la deuxième chose dans ce que tu dis aussi, je trouve, c'est que quand on a cette petite appréhension de chuter, même si elle est légère, du coup, on s'empêche de ressentir aussi la technique, comment elle est faite par l'autre. Et c'est vrai que c'est un frein à la progression. Mais oui. Non seulement toi, tu vas freiner parce que cette appréhension va t'handicaper pour que tu sois libre dans la pratique, et tu vas gêner la progression de ton partenaire ou de ton adversaire, plutôt partenaire dans ce cas-là, parce que tu vas te crisper au moment de la projection. Je prends un exemple. Il y a quelques années, je vais encadrer un stage pour la Fédération française de judo en Suède. Donc en Suède, il doit y avoir peut-être 8000 licenciés, c'est comme une petite nation, et donc j'étais envoyé par la Fédération française pour
pour donner un petit peu des schémas d'apprentissage pour le judo adulte. C'est une commande de la fédération suédoise. Okay. Comment on peut aborder le judo pour les adultes. Et donc, c'est vrai qu'on a abordé le travail des chutes. Et à l'époque, il y avait tout le staff technique. C'est-à-dire qu'il y avait l'entraîneur national, il y avait l'équipe nationale de Suède, le président de la fédération, la vice-présidente, la secrétaire qui était ceinture blanche. Ils étaient tous sur le tapis. Ouais. Et donc, on a abordé le système d'apprentissage des chutes et j'ai pris la secrétaire de la fédération suédoise, qui était ceinture blanche, et j'ai commencé à la faire travailler sur Ippon Nage, comme je l'ai fait avec toi, en Nage Komi. Et donc, je l'ai fait chuter plusieurs fois pour qu'elle comprenne la trajectoire. Et après, Isaguruma, Tai Otoshi, Uki Otoshi étaient ceinture blanche. Hein. Et là, ils ont ouvert des yeux, mais... Et c'était extraordinaire parce qu'elle savait chuter dans toutes directions. Elle avait plus cette appréhension. Ça m'a pris 5 minutes. Oui, bah moi je l'ai vécu. Hein, voilà, ça m'a pris 5 minutes. Et là, ça a été une découverte. Et le soir même, il y avait c'était la fin du stage, il y avait le repas de gala. Donc, on a été reçus par le président de la fédération. Il y avait le repas avec et ils ont remis officiellement la ceinture jaune à la secrétaire parce qu'elle savait chuter. Mais c'était super. Et voilà. Donc, pour les adultes, voilà, il faut retirer ce frein à la pratique qui est la peur de la chute. Ok. Deuxième public, c'est pour soit les jeunes qui sont en pôle, soit les adultes qui commencent déjà la compétition. Quand on est un compétiteur qui n'arrive pas vraiment à faire les résultats qu'on aimerait et qu'on a vraiment envie de progresser, d'avoir monté une marche, quelle est ta première recommandation ou le truc par lequel il faut commencer? Alors déjà, la première chose, il faut prendre du plaisir. Okay. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que quand je vois la petite jeune que je prépare, je lui dis, écoute, si tu fais cette préparation physique pour les Jeux Olympiques, cette préparation technique, il faut que tu y prennes du plaisir. Il faut pas que tu y ailles avec des semelles de plomb. Donc ça, c'est la règle principale. Et après, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes qui vont te permettre de progresser. Okay. Et ça, il faut passer par la technique. Donc, il faut trouver un technicien qui est capable de vous faire comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à améliorer. Voilà. Et ça passe par les éducatifs de base, qui sont Uchikomi, qui sont Nagekomi, qui sont Kakarigeko, Yakusukueko. Et le randori, ça ne vient qu'à la fin. Ouais. En sachant que nous, on a un système de randori qui se rapproche beaucoup plus du shiai, de l'opposition, que du randori ouvert qu'on peut trouver avec les Japonais, ou d'autres judokas, où on fait du judo, on tombe, c'est pas dramatique. Par contre, on décide de faire tomber l'autre. Et là, on est dans une problématique en France où, mais je parle, voilà, d'un niveau général. Les judokas font du judo pour ne pas tomber, alors que normalement, on devrait faire du judo pour faire tomber l'autre. Ah ouais, je comprends. Voilà. Et c'est vraiment une démarche. C'est pas grave de tomber à l'entraînement. Voilà, c'est pas grave. Par contre, si tu arrives pendant ton randori à mettre 2 ou 3 hippons, là, tu peux faire des progrès. Et là, on arrive à des randoris où on s'annule, où on s'oppose. Il y a rien qui sort de concret. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je passe beaucoup par le Kakarieko, Yakusukueko, et je ne viens au randori que vraiment à la fin, quand ils sont vraiment bien préparés techniquement. Ouais. Et du coup, oui, en fait, le Kakarigeko Yatsukuiko vient presque combler ce randori qu'on a moins en France, qui serait le randori souple. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, il faut en passer par là. Ouais. Et donc, tu disais, donc, prendre plaisir et trouver un technicien. En fait. Ouais, trouver les personnes la personne qui a suffisamment d'expérience pour comprendre pourquoi le judo fonctionne pas, pourquoi ton judo fonctionne pas, pourquoi ton mouvement fonctionne pas. Et des fois, c'est pas grand-chose. C'est un kumikata, c'est un manque de flexion, c'est un manque de rotation. Voilà. Mais il faut cet œil extérieur. Et donc ça, pour le trouver, à la limite, si on est en pôle, faut pas hésiter à regarder un petit peu en dehors. Oui. Ou même si on est en club, il faut aussi poser des questions, peut-être aux judokas qu'on aime bien ou qu'on voit Bien sûr. Et après, le travail en vidéo est important aussi. Parce que, voilà, moi j'avais un élève, un adulte, il comprenait pas. Je lui dis, mais écoute, tu fléchis pas assez sur ton mouvement. Mais il me dit, mais si, je fléchis. Je le prends en vidéo, je lui ai montré une fois la vidéo, il a compris tout de suite. Ça, je te comprends. Voilà, sa ceinture, elle était 3 km au-dessus de son partenaire, elle peut pas projeter. Impossible. Et le fait de se voir, voilà, ça a été un déclic. Moi, ça m'est arrivé sur le Gonosen, j'ai l'impression d'être à fond. Ouais. Et puis, je regarde la vidéo, je dis, mais c'est horrible. Mes techniques, elles font 2 mm, il n'y a pas d'amplitude et tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. La vidéo, c'est vraiment, le travail en vidéo est important parce que, des fois, tu penses que c'est bien, tu penses que tu es bien placé. Et puis, quand tu regardes, non, je suis pas assez fléchi. Ah ben non, ma traction, elle est pas bonne. Mon placement est pas bon. Donc, la vidéo, c'est vraiment, vraiment important. Donc, il faut
apprendre aussi à accepter de se regarder et puis à accepter de comprendre pourquoi, quelles sont les erreurs, ce qui va pas. Et la vidéo, ça pardonne pas. Ok. Et toute dernière question, parce qu'il me reste encore 3 minutes. Est-ce que, du coup, quand on a ce conseil extérieur, Mhm. moi, ça peut m'arriver, et je pense qu'on est nombreux comme ça, notamment quand on tourne ou quand on va sur des tournois, on a plusieurs copains, machin, et du coup, on a plein de conseils extérieurs. Et parfois, il y en a certains dans notre tête, on a l'impression, je dis pas que c'est le cas, mais on a l'impression que ça s'oppose ou que c'est des conseils divers et variés. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est bien de prendre tous les conseils et puis de se débrouiller avec ça? Est-ce qu'il faut suivre, en choisir un et puis tenir cette ligne directrice un petit peu dans cet esprit de choisir un seul conseil et le suivre? Toi, comment on gère un peu ça? Après, c'est une question de relation. Entraîneur-entraîné, professeur-élève, c'est un duo et c'est une question de confiance. D'accord. Voilà. À partir du moment où ça se passe bien avec telle personne, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Ouais. Voilà, c'est vraiment une question de confiance à un moment et on a plein de disciplines ou plein de sports où ils ont besoin de cette personne qu'elle soit au bord du terrain parce qu'on a confiance en elle, parce que on sait que ses conseils sont bons, parce que voilà. Mais c'est vraiment cette relation de confiance qui est importante. D'accord. Donc ça sert à rien de multiplier les expériences à droite et à gauche. Tu veux avoir 10 sons de cloche, Ouais, c'est ça. mais voilà, il faut trouver la bonne personne en qui tu as confiance et celle qui va te permettre de progresser. Ouais, là où ça nous parle. Et... Voilà. Mais les élèves, c'est pareil. À un moment, ils ont confiance avec tel ou tel adulte qui va les aider à progresser. Parce qu'à un moment, il y a une relation qui se crée entre deux. Déjà, ça peut être par le gabarit, ça peut être par différents centres d'intérêt qu'ils ont en commun, et ça crée un duo. Et ce duo permet de progresser. Génial. T'as un conseil ou une recommandation ou quelque chose qui te tient à cœur pour les professeurs? Il y a pas mal de profs qui écoutent aussi les interviews. Après, ben, c'est comme tout. Moi, ça fait 40 ans que j'enseigne. J'ai toujours plaisir à enseigner. En plus de par mon expérience, je fais beaucoup de choses différentes puisque je fais de l'enseignement, de la détection dans les milieux scolaires. Et donc j'ai plein d'élèves qui ont démarré le judo à l'école, alors que qui sont ceinture noire maintenant. Et j'en ai même un qui est en apprentissage là et qui va devenir professeur. Bon, c'est pas le seul, hein, mais voilà, ça veut dire que ça c'est une chose. Après, j'ai aussi la préparation pour les grades. J'ai beaucoup de personnes qui viennent de loin pour préparer leur grade, principalement 5e, 6e dan. Un petit peu 4e. Et aussi 4e, oui. Mais voilà, ça c'est une autre facette. J'ai la facette de technicien qui me permet d'aller faire des stages un petit peu partout à droite et à gauche. Le week-end dernier, j'étais à Épinal dans les Vosges et j'ai une jeune femme là qui vient me voir, me faire dédicacer son livre et qui me dit: Monsieur Bourgoin, je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai appris à chuter. Ouais. Et j'ai appris en un stage. J'ai été handicapé pendant des années et vous m'avez libéré. En un stage, j'ai appris à chuter et maintenant je n'ai plus peur de chuter. Ouais. Voilà. Ouais, puis toi, tu fais la casquette judo, la casquette jiu-jitsu, tu sais même bien coupler les deux. Oui. T'as aussi les publics adaptés. Ah, le public adapté, alors ça c'est une autre facette. Et c'est pour ça que j'essaie de militer un petit peu auprès de la fédération sur le Taïso santé, Oui. parce que depuis avant le Covid, j'ai un groupe de personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson et eux ils ont besoin d'une activité physique. Je vais pas dire journalière, mais au moins 2 à 3 fois par semaine. Et le Taïso, il est adapté pour ce public-là. Parce qu'on a plein d'exercices qui leur permettent de travailler sur l'équilibre, travailler sur la posture, sur le renforcement musculaire, sur les étirements, parce qu'il n'y a pas qu'une seule maladie de Parkinson, il y a plein de symptômes différents entre les troublements, les tremblements, ce qu'on appelle le freezing, c'est la difficulté à faire un pas devant l'autre, les pertes d'équilibre. En plus, on a les tapis de judo, donc oui. Le fait de pratiquer sur le tapis, ça les rassure en cas de chute. Et voilà, donc ça c'est important. J'ai aussi un autre groupe là de gens qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde, avec qui ça fonctionne très très bien parce que le fait d'avoir cette activité physique régulière, ça leur permet d'abord de limiter le traitement médicamenteux. Oui, bah oui, parce que comme ils vont sécréter des endorphines après la pratique physique, si tu veux, ça va calmer les poussées inflammatoires. Et voilà, donc on avait monté cette étude avec un de mes élèves qui est professeur en rhumatologie, et on a des bons résultats. Donc moi, je milite à fond, mais bon. Maintenant, la plupart des médecins sont pour l'activité physique régulière, parce que ça limite plein de problèmes, plein de maladies, et les Chinois l'ont très bien compris, parce que eux, ils vont traiter la maladie en amont,
c'est-à-dire avant de tomber malade. Hein, et nous, on a un système en France où on traite la maladie quand elle est déclarée. Mais il y a plein de choses à faire en amont pour éviter de déclencher la maladie. Que ce soit par l'alimentation, que ce soit par l'entretien physique, l'activité physique régulière, même pour la maladie d'Alzheimer, stimuler les neurones bien en amont pour éviter de développer cette dégénérescence. Donc il y a plein de choses à faire avant d'être malade. Ouais, c'est vraiment super. Ouais. Et pour conclure, je te le dis, mais j'espère qu'on se reverra pour une autre interview parce que c'est vrai que tu as aussi toute la partie Taiso, il m'a fait penser, Oui. où là c'est pareil, tu as une super pédagogie qui est valorisée par les t-shirts sur ce système de fiches et tout. Enfin, ah oui, ça c'est un truc encore c'est un truc personnel sujet, si tu veux mais que c'est voilà super. que j'essaye de promouvoir parce que depuis le temps que j'enseigne le Taiso, tu avais plus de 20 ans, j'ai ce recul de dire nous occidentaux, on a besoin de se voir progresser. Et Kawashi, quand il est arrivé en France, il s'est rendu compte au bout de plusieurs années d'enseignement que les occidentaux ne sont pas comme les asiatiques. Ils ont besoin d'avoir ce système Petites étapes, quoi, des marches. d'étapes, voilà. Et donc il a créé les ceintures de couleur. Donc moi j'ai fait le même système pour le Taiso. Donc ils ont des minimums exigibles par t-shirt. Voilà, t-shirt blanc, t-shirt jaune, t-shirt orange, ça va jusqu'au t-shirt noir. Et d'ailleurs cette semaine, j'ai deux jeunes femmes là qui ont passé leur t-shirt noir. Noir, mais ça doit être fort. Parce que déjà, quand j'ai vu le programme jaune, ah oui, oui, c'est du boulot parce que c'est très précis. C'est copieux, hein, c'est copieux. Un certain nombre de séries de tel exercice, tel exercice. C'est vraiment très complet. Ah oui, c'est copieux. C'est pas aussi que des bien. exercices physiques. Oui, oui, non, il y a technique et donc dans le cadre du Taiso, parce que ça se prête à la pratique, comme on est en t-shirt et en pantalon de judogi, c'est l'apprentissage du Juno-Kata. Et le Juno-Kata, ça se fait à deux. Donc il y a ce partenariat qui est important et on fait 2 techniques par 2 techniques. Donc le t-shirt blanc va apprendre les 2 premières techniques du Juno-Kata, le t-shirt jaune va apprendre les 4 premières techniques, le t-shirt orange les 6 premières techniques et après ça leur donne la position du corps dans l'espace, ce qui n'est pas toujours évident. Nous, on a l'habitude en judo d'avoir la tête en bas, les pieds en l'air. Voilà. Mais quelqu'un qui est néophyte, qui n'a jamais fait d'arts martiaux, il sait pas où il est placé son corps. Donc c'est important. Et quand on le fait à deux, la chorégraphie, elle est pas évidente. Donc il y a donc les t-shirts noirs, ils connaissent la totalité du Juno-Kata. Waouh, c'est top. Franchement, c'est top. Bon, merci Fred. Je sais qu'après, il y a les élèves de l'école qui t'attendent. Oui. Mais comme souvent, ça me donne qu'une envie, c'est de faire un épisode numéro 2. Mais bon, on va déjà être bien content de cet épisode numéro 1. Merci à toi, Pascaline. Et puis, à bientôt. Juste, je fais quand même cette petite précision. Donc, je te remercie aussi beaucoup pour le partenariat qu'on a fait sur l'intégrale des techniques. Donc, je mettrai le lien en dessous parce que donc, je crois que tu es vraiment l'une des rares, voire la seule personne qui a mis dans un catalogue complet non seulement toutes les techniques répertoriées officielles, mais même celles qui sont soit non officielles qu'on connaît, soit non officielles et qu'on a oubliées, qu'on connaît pas. Oui. Et ça sur toutes les dimensions, debout, sol, étranglement, arm lock, jujitsu. Enfin, vraiment, c'est super complet. Justement, à cette occasion, il y a pas mal de personnes qui se posent des questions pourquoi il y a de telles différences techniques au niveau de la terminologie. Les Japonais, eux, ils s'embarrassent pas de différents noms. C'est-à-dire que Teguruma, on va le retrouver dans plein de situations différentes, de face, de dos. Voilà. Pour eux, ce sera toujours. Kouchi, c'est voilà. gros exemple. Pour eux, c'est juste ça. Après, nous, on va décortiquer la différence entre Kouchigake, entre Kouchibarai, entre Kouchigari. Bon, c'est vrai qu'au Japon, ils font aussi un petit peu la différence, mais il y a plein de techniques où la nomenclature internationale est différente. C'est-à-dire que dans des pays, et pour ça, il a fallu quand même que je bosse pendant un peu plus de 2 ans. C'était le sujet de ton 7e dan, c'est ça? Alors, le 7e dan, moi, j'ai présenté toutes les techniques de luxation au sol qui étaient oubliées. Ah voilà, oubliées. C'est-à-dire que qu'on retrouve dans les anciens ouvrages de Kawashi, qu'on retrouve dans les anciens ouvrages du maître Mifune, et il a fallu redonner un nom à ces techniques. Alors donc ça a été un travail de recherche et en même temps je me suis basé sur la nomenclature internationale, donc sur les différents pays qui utilisent une nomenclature qui est un petit peu différente de celle des Japonais parce que voilà, eux ils veulent mettre un nom sur telle technique. Donc voilà. C'est un vrai travail sur le patrimoine en fait. Oui, bien sûr, c'est le but pour moi. Et quand j'ai exposé le sujet pour mon 7e dan, j'ai une personne qui m'a interrogé, un haut gradé, qui m'a dit mais Monsieur Bourgoin, quel est l'intérêt de connaître les différents noms de chaque technique? Et je lui ai répondu, je lui ai dit écoutez, si maintenant le judo se résume à Ippon Senege, au Sotogare et des Hashibarai, tout le reste à côté, ça sera perdu. Ouais. Ah oui, mais ça on n'a pas le droit d'utiliser en compétition. Oui, mais ça n'est pas parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser en compétition
Que ça On peut pas l'enseigner. On peut pas l'enseigner. Et c'est important. Voilà. Maintenant, la compétition, c'est une certaine forme de judo, et il y a le judo entier qui comporte des techniques qui sont malheureusement plus utilisées, mais qui sont intéressantes à enseigner. Tu enseignes, toi, par exemple, toutes les techniques Ah avec oui, les oui. mains sous la ceinture? Bien sûr, Ouais. bien Ok. sûr. Et dans cette intégrale, en tout cas, j'avais compté, parce que ce qui est vachement bien aussi, c'est que pour chaque technique, tu montres dans différentes Oui. situations. À la fois, si par exemple elle est utilisée dans un kata, comment c'est en forme compétition, etc. Et j'avais quand même compté que ça faisait 554 séquences vidéo. Donc, c'est une belle intégrale quand même. Ouais. Voilà. Oui, il y a un petit peu de travail, oui. Voilà. Et puis, on s'apprête, là, dans les mois qui viennent, à faire un travail sur le jujitsu. Donc là, c'est plus toi qui vas savoir comment gérer les choses. Hein. Moi, je suis côté technique, mais voilà, sur toute la progression jujitsu, pareil. Voilà. Alors le problème des enseignants actuels, c'est que depuis des années, on n'a jamais sorti de progression officielle par ceinture. Il y a eu un semblant de progression avec des curseurs pour telle ou telle technique en disant qu'on pouvait aborder ça à partir de telle ceinture, mais il n'y a jamais vraiment eu une progression par ceinture avec des minimums exigibles. Comme on retrouve dans le judo. Comme on retrouve dans le judo. Mais c'est pareil. Le judo actuel, la progression française, elle est un peu complexe. Parce que, voilà, dans chaque école de judo, on n'enseigne pas le même judo. C'est-à-dire que, et un prof pour telle ceinture, il va demander telle ou telle technique. Pour un autre club, ça sera d'autres techniques. Donc c'est compliqué. Et le problème, c'est que le premier filtre, c'est la ceinture noire. Oui. Donc moi, j'ai plein de jeunes élèves que j'ai en préparation, qui viennent d'autres clubs et qui ne connaissent pas la terminologie japonaise. Ouais. Parce que leur prof leur a pas appris. Ouais, ça c'est fou. Parce donc que oui, mais voilà, à partir du moment. C'est une lacune pour la suite, quoi. Autant apprendre dès le début. À partir du moment où on fait une discipline, voilà, les gens qui vont faire de l'escrime, que ce soit dans le monde entier, les règles elles sont en français. Donc ils apprennent les règles en français. C'est tout, c'est comme ça. Nous, on fait une discipline qui est originaire du Japon, donc on doit apprendre les termes en japonais. Ouais, donc pour le Jiu-Jitsu, c'est ça. Voilà, le Jiu-Jitsu, c'est une proposition de progression. On est en train de travailler là-dessus avec la nouvelle commission nationale là, qui est gérée par Bertrand Amoussou. Et à ce titre, on va faire la première masterclass là, sur Amiens le 9 et 10 décembre, et où on va aborder les différentes facettes du Jiu-Jitsu avec le Jiu-Jitsu contact, avec le Jiu-Jitsu Newaza, avec la self-défense et défense personnelle, et le Jiu-Jitsu traditionnel dont je m'occupe, où on va aborder les premières phases de progression, en disant voilà à quel moment on aborde telle clé, à quel moment on va aborder telles atémies, à quel moment on va aborder les chutes. Donc voilà, le but c'est que les professeurs repartent avec des bases en disant voilà, j'ai une ceinture blanche, qu'est-ce que je dois lui apprendre? Ouais, ouais, c'est top. Et en plus, accessoirement, pour les judokas, il y a plein de moments où on a besoin de jujitsu, que ce soit pour un passage de grade, une prestation, etc. On est très vite largement démunis. Oui. Donc ça, c'est vrai que ça sera utile aussi d'avoir une ressource précise là-dessus avec des explications. Oui. Alors il y a quelques années, c'est une commande de la fédération. On m'avait demandé d'aller faire une initiation jujitsu au stage des hauts gradés de la Londe des Morts. Et donc bah voilà, c'est 6e, 7e, 8e dan. Donc il y a plein de hauts gradés qui ne connaissaient pas le jujitsu et qui ont vraiment découvert. Et le but, c'était de leur montrer que finalement, on n'est pas si loin du judo, que ce soit une saisie d'un revers, que ce soit une saisie des deux revers, ça correspond à une garde à une main, ça correspond à une garde mixte, et qu'on est capable déjà de projeter avec un mouvement de base que l'on connaît en judo. Hein, donc après que la saisie se fasse à la gorge, qu'elle se fasse au poignet ou à la manche, ça sera comme un kumikata. Donc c'est d'être capable déjà d'utiliser ces mouvements de judo que l'on connaît en application de jiu-jitsu. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est super. Moi, j'ai vraiment renoué, entre guillemets, avec le jiu-jitsu grâce à toi, parce que au lieu de le voir comme vraiment deux choses séparées, oh là là, le jiu-jitsu, j'y connais rien, c'est pas mon truc. Moi, tu m'as fait entrer là-dedans par le judo, avec tous ces liens judo, et en fait, on démarre, on se dit, ah bah, en fait, je sais déjà faire des choses, voilà. Et ça donne envie d'aller plus loin. Donc bien ça, sûr. C'est super. Mille merci, Fred. Je mettrai tous les liens dont on a parlé, que ce soit la masterclass, les formations, les stages, etc. Je mets tout dans le descriptif de l'épisode. D'accord. Je te remercie beaucoup et à bientôt. À très bientôt, Pascaline. Ou ailleurs. Ciao.